qui risque de créer des erreurs. Pour ce qui est de la mémoire collective, je me suis adressé, j'ai fait l'enquête sur la mémoire collective sur 14-18 dans les années 70. Dans les années 70, j'ai interrogé les gens sur leur sentiment national en 1914, ce qu'ils pensaient, comme ils étaient à la frontière, Fétrouz est à la frontière avec le territoire, ce qu'ils pensaient des gens de Réchézy. J'ai eu des réponses, ce qu'ils pensaient de Poincaré, pas de bien, etc. À Montrevieux, vous allez demander, Poincaré, ah oui, c'est le grand homme, vu qu'il est venu apporter des cadeaux dès 1915, il est venu donc il a au moins fait 2 visites à Montrevieux et à la région. Et donc la mémoire, c'était quelque chose de fragile. Une personne m'avait dit, il y a longtemps, m'avait raconté un épisode de 14-18, c'est-à-dire la mort d'un dragon allemand et de son cheval. L'adjoint et un autre conseiller municipal avaient reçu ordre des douaniers français qui étaient au village parce qu'il n'y avait pas personne d'autre pour aller l'enterrer. Ils sont allés l'enterrer. Il m'a raconté comment ça s'est fait. Et puis, 10 ans après, la personne était morte. 10 ans après, une autre personne qui vit toujours me raconte la même histoire. Elle, c'était son grand-père qui, lui, était l'adjoint et qui avait dû enterrer le cheval. Elle me raconte l'histoire. Et puis, je la laisse dire. Et puis, ensuite, elle me dit, oui, mais moi, j'ai un papier, le papier qui donnait ordre à mon grand-père d'aller enterrer le cheval, signé par le capitaine des douanes qui était dans le village, une douane française. Et donc, ensuite, je suis allé à Porrentruy, voir dans le journal de l'époque, Le Pays, et j'ai trouvé la date de l'affaire. Donc, j'avais tous les éléments pour dire que cette histoire du cheval qu'on enterre était vraie. Mais c'est une histoire extraordinaire parce qu'au moment où ils avaient fini, la fosse était dans les champs, près de la gare, dans les champs, au moment où ils avaient fini de creuser, il y en a un des fossoyeurs qui dit au cheval, Tolich, quand il était là par terre, pauvre cheval. Et le cheval répond en Hochdeutsch, Ja, da lieg ich. Et alors, bien entendu, un cheval mort qui parle, c'est pas fréquent, et surtout dans le Sungo, pays des sorcières, des magiciens, etc. Et donc ils ont été surpris, effrayés, et c'est à ce moment-là seulement qu'ils ont vu que le deuxième dragon allemand, celui qui était encore en vie, était là, rampant dans l'herbe, et qui venait voir ce qui était arrivé à son collègue qui était mort et qui avait été enterré au cimetière de Fétrouz. Pour vous dire, l'histoire, donc cette histoire a été corroborée par 2 témoins, par un papier et par le journal. Autrement dit, pour parler de l'histoire, il faut avoir des renseignements sûrs, il faut avoir des documents. On utilise beaucoup les photos, les images, et il faut savoir lire une image aussi. Il y a des images, des gens que j'ai vu lire une image et qui se sont trompés lourdement parce qu'ils ne savent pas regarder le détail. Le détail, ils disent telle chose à tel endroit, et puis c'est faux. Non, il faut savoir regarder tous les détails et ensuite seulement on peut affirmer une chose, dire qu'elle est juste ou qu'elle n'est pas juste. Sur la photo que vous avez ici, en haut dans le coin, vous avez bel et bien une scène qui se passe à Hirzbach. Vous reconnaissez, puisque les maisons existent encore. On va patienter. On va finir. Oui. Oui. Alors cet été, j'en ai vu 5. Et
les 5 commémorations qui ont eu lieu au mois d'août, j'ai trouvé qu'elles avaient de l'allure, qu'elles étaient bien faites et que c'était une très bonne chose. Elles étaient accompagnées souvent de conférences qui étaient également intéressantes. Et nous avons vu, par exemple, à Joncheray, c'est dans le territoire, le 2 août, la reconstitution de la mort du caporal Peugeot et de Maillère. Les cavaliers allemands n'étaient pas crédibles parce qu'ils avaient des petits chevaux et puis parce qu'ils n'avaient pas de lance. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la cavalerie en 14, les chasseurs, là c'était des chasseurs allemands de Mulhouse, les chasseurs comme les dragons français avaient des lances. Les cuirassiers n'en avaient pas. Ils avaient un sabre qu'on appelle une latte qui est très long, et ils combattaient les cuirassiers d'une autre façon. Mais les dragons avaient un fusil, un mousqueton, et en même temps, ils avaient une lance. Et c'est tous des détails qui sont extrêmement importants et qui doivent permettre de bien comprendre ce qui s'est passé. Pour ce qui est de Joncheray, et il y a eu dans une revue, disons, Maillère a été présenté comme étant un Alsacien de Mulhouse, donc qu'il était un ennemi farouche de la France, etc. Cela est faux. C'est une histoire qui a été écrite avant la guerre, que Sarkozy a réutilisé lorsqu'on a enterré le dernier poilu de France. Et ça a donné lieu à une protestation des sénatrices à Paris, mais ça n'a pas servi, parce que dans Saison d'Alsace, rebelote, on est revenu avec la même histoire, alors qu'on avait précisé qui était ce Maillère. Ce Maillère était originaire de Prusse, voilà, de Magdebourg, où il était né. Son père donc était un commerçant. Lui-même était un excellent cavalier. Mais il n'avait de là à dire un ennemi de la France, pas du tout. Et à Joncheray, on a la preuve avec l'affaire de Joncheray que les Allemands avaient donné des ordres pour créer un incident avec la France, puisque Maillère, qui était un jeune sous-lieutenant paisible, excellent cavalier, est venu avec sa troupe et il longeait la forêt à Joncheray. Et au moment où il a vu l'escouade Peugeot près de la maison d'Aucourt, Maillère s'est détaché seul. Il était le chef de cette escouade. Il est venu seul. Il a foncé avec son cheval. Donc il est passé près d'un soldat au bord de la route. Il lui a donné un coup de sabre dans la nuque, mais le pactage qu'il portait a fait qu'il n'a pas été blessé. Et ensuite, il est arrivé vers Peugeot, et Maillère avait dans la main gauche le revolver et dans la main droite. Voilà. Et dans la main droite, il avait donc le sabre et le revolver dans la main gauche. Et c'est avec les genoux qu'il dirigeait son cheval. Peugeot lui a tiré sur lui. Maillère a tiré 3 fois sur Peugeot. Une balle était mortelle. Et c'est la corvée de soupe qui arrivait, qui a tué Maillère après. C'est une histoire donc que l'on connaît aujourd'hui avec précision, mais vous lisez encore par-ci par-là des versions divergentes qui ne sont pas nécessairement à lire et qui n'ajoutent qu'à la confusion. Voilà, nous devons encore attendre
Alors, ma conférence commence par la guerre de 1870. Vous savez que la guerre de 1870, donc sous Napoléon III, l'Alsace qui était rattachée à la France depuis 1648, depuis le traité de Westphalie, qui a vécu l'histoire comme le reste de la France. Elle a connu Louis XIV un petit peu, Louis XV, Louis XVI, la Révolution, Napoléon, qui a beaucoup impressionné les Alsaciens, etc. Et en 1800, sous Napoléon III, les jeunes Alsaciens, les jeunes Sungoviens, allaient à l'école et ils apprenaient tous le français. C'est-à-dire que tous ceux qui, en 1870, en 1871, tous les Sungoviens qui avaient été à l'école savaient le français. Et donc, quand la France a perdu la guerre et qu'au traité de Francfort, qui est un traité de paix, c'est-à-dire que la France et la Prusse et l'Empire allemand, alors, puisque la Prusse a commencé la guerre, et pour finir, c'était la guerre avec l'Empire allemand, qui a été proclamé, comme vous le savez, en 1971 à Versailles, dans la Galerie des Glaces. Et donc, le traité de Francfort a cédé l'Alsace à l'Empire allemand. L'Alsace et la Moselle sont devenus Reichsland, Elsass-Lothringen, et à partir de là, les Alsaciens étaient des Allemands contre leur volonté dans la majorité des cas, mais ils étaient citoyens allemands malgré tout. Ça, c'est une chose que beaucoup de gens ont de la peine à comprendre. Parce qu'en 1940, ce n'était plus la même chose. En 1940, il n'y a pas eu de traité de paix, et les Alsaciens en 1940, jusqu'en 1945, étaient citoyens français. Et donc, en 1971, on a cédé, donc la France a cédé contre son gré et malgré les protestations des députés protestataires, dont le député Keller, qui deviendra ensuite député de Belfort. Malgré les protestations, l'Alsace devient allemande. Et les Alsaciens, bien entendu, vont pleurer pendant un certain temps. Il y avait des vétérans, ceux qui avaient fait la guerre de 70, qui n'osaient pas revenir en Alsace parce qu'on leur disait dans les casernes françaises, on leur disait si vous rentrez, vous coupe le cou. Donc beaucoup restaient. Ils ont mis quelques années avant de revenir, et quand ils sont revenus, bien entendu, ils avaient droit à la médaille des vétérans ruban vert et noir. C'était donc le ruban vert et noir des vétérans de la guerre de 70. Et chaque année, ces vétérans, beaucoup d'entre eux, prenaient le train et venaient le 14 juillet à Belfort fêter la fête nationale française. Et les vétérans d'Alsace, du Sungo, les autres j'en sais rien, mais ceux du Sungo, allaient à Belfort tous les ans, et ils y sont encore allés en 1914. Le journal d'Alkirch, qui est une source de renseignement extrêmement intéressante, le journal d'Alkirch a écrit donc en juillet 14 que les Alsaciens qui allaient fêter le 14 juillet à Belfort avaient vu la situation internationale, avaient intérêt à ne pas trop rapporter de souvenirs bleu, blanc, rouge. Ils y sont allés, alors ils étaient toujours très bien reçus, applaudis bien entendu. C'était le souvenir de la province perdue. Et les vétérans qui allaient à Belfort permettaient à la France d'entretenir cette idée que l'Alsace-Lorraine attendait avec impatience le retour des Français. Ça, c'est une idée qui était répandue en France, et la France entretenait cette nostalgie, alors que peut-être
à partir d'un certain moment, il y a eu un changement d'attitude des jeunes Alsaciens. Le changement d'attitude, voilà, je vais continuer.